Nous voici en 2025 et je me rends compte que ce n'est pas trop tard pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2025. Quelques nouveautés pour cette année. Je ne vais plus présenter la box mensuelle tout seul, mais on va faire un duo. On va faire un duo avec mon fils Michel. Mais tu m'as pas prévenu ça. Ah, la succession, il faut qu'elle vienne gentiment. Donc avec Michel, Michel sera à la fois derrière la caméra et puis aussi devant la caméra. Et puis on va instaurer un petit peu que la présentation de ce fromage, c'est une discussion avec Michel où on parle fromage et parfois même, peut-être qu'on va même déguster fromage. Parce que si je laisse faire Michel, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va me dire on déguste d'abord. Non, on parle fromage et puis après on déguste. D'ailleurs, on a mis les fromages là dans l'ordre de dégustation. Donc le numéro 1, c'est celui à déguster en premier. Puis on finit avec le numéro 4 qui est beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment, si vous faites une dégustation des 4 fromages, ça permet de ne pas avoir un fromage qui prend le dessus sur un autre. N'oubliez pas toujours que les fromages qu'on vous présente, c'est essentiellement du fromage lait cru, donc une matière vivante, donc une matière qui évolue. Donc les goûts, eh bien, ils diffèrent. Au moment où j'ai découvert le fromage, on va nous les déguster, et au moment où vous allez les recevoir, ben, les fromages ont évolué, et c'est ça la beauté dans l'affinage du fromage. Alors là, Michel, prêt pour démarrer cette année 2025, cette épopée fromagère du mois de janvier. Et puis là, vamos falar en portugais. Hein? Eh, si. Pas très bon ton portugais. Hein? Difficile et ça fait plaisir aussi. Hein. Démarre l'année avec un fromage portugais pour plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, tout le monde parle de ce fromage portugais. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, il y a un fromage portugais qui a gagné le World Cheese Award, meilleur fromage du monde. Alors, il a de nouveau un nom à coucher dehors. C'est si je me souviens bien, c'est le Queijo de Ovelha Amanteigado. Et il a été déclaré meilleur du monde. Alors, idéal aurait été de vous le présenter cette année. Oubliez très vite, parce que quand un fromage gagne comme ça le meilleur fromage du monde, pour, je dirais, les 2 ans qui suivent, le fromager est débordé, il a des demandes de partout dans le monde. Mais laissons passer le temps et peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on pourra vous le présenter. Alors, celui que je présente aujourd'hui, il est pas mal non plus, puisqu'en 2013, sauf erreur Michel, il a été 2e meilleur fromage du monde. Hein. Donc, ils sont bien ces Portugais, hein, cité fromagère. Hein. Parlons un petit peu plus de ce fromage. D'abord, c'est un fromage de brebis au lait cru. Et puis, les brebis sont sur une presqu'île, hein, Michel, c'est ça? Ouais, c'est dans la péninsule de Setúbal. C'est au bord de la mer, en fait. Il y a une flore, d'ailleurs, qui est unique. Je pense une des raisons pour lesquelles ce fromage a autant de succès, c'est parce qu'il y a une flore unique. Quand tu me dis c'est au bord de la mer, eh bien, en France, on parle des moutons présalés. Et là, on aura peut-être le même phénomène. Et puis, dans le fromage, ben, il y aura une influence. Ce fromage s'appelle Casa Simaus. La prononciation est plus ou moins correcte. On peut dire Casa Simoes pour faciliter. Donc ça, c'est une marque, en fait. C'est une fromagerie là-bas, qui est faite par un fromager qui fait tout à la main. Si on regarde le petit opercule, donc là, en fait, bon, on a la marque Casa Simaus. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs la petite pastille, là, qui est une certification pour protéger ce fromage. Fabriqué depuis très longtemps, en 1830, hein, les premières traces de ce fromage. Donc, c'est pas un fromage qui est né avant-hier, quoi. Alors ça, c'est pour son origine. Autre particularité de ce fromage, et qui est fort intéressant quand on fabrique un fromage. Pour faire coaguler le lait, qu'est-ce qu'on fait? On met de la présure qui vient de la caillette, de l'intérieur de l'estomac du veau. Là, ils ne prennent pas de la présure, mais ils prennent des fleurs de chardon. Donc c'est très original, parce que ça va donner un côté floral, peut-être un petit peu plus d'acidité au fromage. Mais tu vois, moi je savais pas que c'était possible de faire coaguler. Je savais que tu peux faire coaguler avec du citron comme ça. Donc là, tu es en train de le prendre à la cuillère, c'est ça? Oui, on va essayer à la cuillère. Beaucoup de fromages portugais se mangent comme ça. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils sortent du lot. Ouais, ce qui est intéressant avec ce fromage, Michel, on voit la croûte. Dès que j'ai vu la croûte brune, quand j'ai vu ce fromage-là, parce que tout dépend de l'affinage, tout de suite je me suis dit c'est un fromage qui aura quand même pas mal de caractère. Alors, il y a ce côté crémeux, bien sûr, hein, mais j'en ai un autre à côté qui a été plus affiné, mais qui a été bloqué dans l'affinage. On n'a pas laissé venir ce champignon brun dessus. On déguste celui-ci, il aura moins de caractère. Mais celui que vous allez recevoir dans la box, il est comme il doit être pour ce genre de fromage. C'est plein de finesse. Hein. C'est très très bon. Hein. Un peu arrondi. Un peu solide. Dans la bouche, c'est de la crème, puis au moment où tu avales, il est là, il a de la présence. Qu'est-ce que tu dis du plus affiné, sec? Moi, je le trouve magnifique, mais on n'oserait pas le mettre dans la box. Parce que le caractère, il est beaucoup trop fort. Ça risque de déplaire à beaucoup de gens, mais c'est plus le même fromage, hein, c'est vraiment quelque chose de... solide. Après avoir avalé, quand même pas mal d'amertume qui reste. Mais dans la bouche, ça m'a beaucoup plu, parce que ça a été crescendo, et puis toutes des saveurs différentes. Donc n'oubliez pas, vous pouvez le manger à la cuillère sans problème, c'est fait pour manger comme ça. Temps d'affinage très court. 30 de jours, pas plus. Une vingtaine de jours même, ouais. Jolie, belle découverte quand même. Ce Casé Simaus. Alors, deuxième fromage, il s'appelle le Casio.
fromage en forme de dôme, on est en Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, c'est un fromage très connu. Toute cette région est très connue historiquement pour le fromage de chèvre. Pourquoi? Parce qu'en 800, Charles Martel, en 732, qui a repoussé les Sarrasins. Alors les Sarrasins, ils sont repartis à la course, ils ont déserté l'endroit et les chèvres sont restés là. Et c'est depuis ce moment-là que dans toute cette région, l'élevage de chèvres a proliféré. Il faut dire que dès qu'on parle un petit peu, qu'on va un petit peu dans l'histoire, qu'on va très loin dans l'histoire, jamais oublier qu'au départ, les premiers fromages qui ont été fabriqués, c'est des fromages de brebis. Donc peut-être qu'à ce moment-là, avant cette invasion, il y avait les fromages de brebis, et puis après, ils sont passés au fromage de chèvre. Ce fromage-là, ce qui est intéressant, c'est sa forme, fromage pur chèvre. Et puis, j'en ai pris deux exactement parce que vous allez peut-être recevoir soit l'un, soit l'autre. Et c'est là qu'on voit vraiment l'évolution des fromages de chèvre, avec ces champignons de couleur un peu bleutée, de couleur un peu grise. Dès que vous avez un bon produit, dès que vous avez un fromage de chèvre au lait cru, c'est souvent inévitable d'avoir ces champignons. Moi, je dis toujours, quand on choisit un fromage de chèvre comme ça, ne prenez jamais le plus blanc, essayez de préférer celui qui a le plus de champignons parce qu'il aura plus de caractère. Et ça, c'est la force de la nature et c'est magnifique de voir ça. La seule chose, c'est que je suis persuadé que si vous allez dans un supermarché et puis que vous tombez sur un fromage comme ça, vous allez tout de suite prendre celui-ci en disant « oh, il est plus beau ». Non, je le dis toujours, quand il a des champignons, vous savez que vous aurez un beau fromage avec beaucoup de goût. Savoir que là, ça ne veut pas dire que le blanc il est moins bon, parce que ça va se développer un peu plus sur un autre. Il me disait qu'en fait, le seul moyen, par exemple, si vous voulez avoir des produits uniformes, c'est de sprayer avec de l'antifongique, ce qui est quand même un peu dommage, de foutre du... Et ce qu'il ne faut pas, et puis si, respectons la nature, et c'est magnifique de voir ces choses-là. Mais moi, j'appelle ça souvent croûte spontanée. Dans la cave, tu ne maîtrises pas. Tu les mets en cave, et puis tout d'un coup, tu as un fromage qui, tout d'un coup, le champignon se développe bien, et puis à côté, tu en as un autre qui peine à se développer. Des fois, je me dis, ils ont de la peine à mûrir, voilà. À ton honneur, Michel. Bon, on est, c'est la biquette, Ah, et là, on ne se trompe pas. Je trouve ça très équilibré. Et tu sais, souvent avec la chèvre, très souvent tu as de l'amertume à la fin. Là, je trouve qu'au début, tu dis, ouh là, il va y avoir de l'amertume parce que le goût de la chèvre, il est bien là. Mais en fait, cette amertume n'apparaît pas vraiment. Donc ça reste, il y a un bon équilibre global. Ta remarque me fait très plaisir parce que tu as vraiment résumé la chose. Quand il est en bouche, tu sens venir. Tu dis, ouh là là, et puis après, tu as avalé. Et puis, tu n'as qu'une envie, c'est de te recouper un bout. Et n'oubliez pas, à choisir, je prends celui-là. Mais d'ailleurs, celui-ci, si on le laisse même au frigo, à mon avis, dans 4 jours, c'est bon, ça peut commencer. Ça va venir. Oui, il suffit d'ouvrir un peu d'air, puis les champignons vont venir. Troisième fromage, on se trouve dans les Pyrénées, pour ce fromage qui s'appelle bête mâle. Alors, dès que je vous parle des Pyrénées, vous pensez tout de suite au fromage de brebis, à l'osso irati. Et non. Là, on a un fromage des Pyrénées de vache. Et pas non plus un fromage récent, Michel. 1300 ou 1400, on parle déjà de... Je crois que c'est 14e siècle. 14e siècle. Ils disent que dans la légende, ce fromage, il serait du 14e siècle, c'est à l'époque d'occupation des morts. Vraiment, j'essaye de faire des recherches un petit peu historiques sur tous nos fromages. Alors, je dirais qu'avant 1400, on a très peu d'informations historiques sur les fromages parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Et c'est en 1480 qu'un médecin italien, Pantaleone, a écrit un livre destiné à ses amis médecins pour leur conseiller, leur dire le fromage est bon pour la santé. Parce qu'avant cette époque-là, on disait que le fromage était néfaste pour la santé. Donc ce monsieur a fait beaucoup d'écrits sur tous les fromages et je me base un peu sur ses écrits à lui pour avoir un petit peu l'origine de chaque fromage et voir comment ça a évolué à travers les siècles entre le fromage de brebis au départ, le chèvre ou la vache. Donc là, on se trouve avec un fromage des Pyrénées au lait de vache. Particularité de ce fromage, dès qu'on l'ouvre, il y a deux choses. Il y a ces petits trous, c'est presque des ouvertures, on pourrait presque dire, si j'avais un fromage à raclette à 1000 trous, non, mais c'est des trous un petit peu allongés. Il a été fabriqué traditionnellement, avec une croûte qu'on peut appeler, comme pour notre fromage à raclette, emmorgé. Tu vois, c'est cette couleur un peu brune, et avec quand même des champignons blancs qui viennent dessus, tu vois. Et regarde derrière moi, tu vois, nos fromages, avant qu'on les nettoie à nouveau, il y a quelques moisissures blanches qui viennent. De nouveau, c'est la nature, c'est un pénicillium, c'est un pénicillium camembertique qui vient naturellement sur le fromage, et indépendamment du fait que s'il y avait des camemberts autour d'un autre cave, non, ce champignon, il est naturellement dans le fromage et il se développe gentiment. Alors, régulièrement, en le lavant, il va disparaître et c'est toujours ce champignon brun qui va rester. Et puis, autre phénomène qui s'est produit avec celui-ci, vous allez peut-être le recevoir comme ça, n'ayez aucune crainte, ce champignon qui était sur la croûte,
bien, il vient un petit peu sur la tranche, il vient un petit peu sur la peau, mais ça ne dérange pas du tout. La croûte, comme toujours, hein. Il y a des amateurs avec la croûte, d'autres sans la croûte. Moi, j'aime bien sans la croûte. Pourquoi? Avec la croûte, il y a plus de goût, certainement, mais c'est ce côté crayeux qui me dérange toujours sur la croûte. Il nous faut quelques 5-6 secondes avant que les goûts se développent. 7 mois d'affinage, ça veut dire qu'il a été fabriqué pendant l'été. Donc, les vaches étaient à l'extérieur. Mais le résultat, on a cette jolie pâte jaune. La croûte, je l'ai mangée avec, ça dérange vraiment pas. Elle n'empiète pas du tout sur le... Ce qui me plaît, c'est le crescendo. Mais un fromage fort pour un fromage de vache. Hein. Et tu sens monter le goût, tu sens monter la force. Ben, je suis entouré de fromages tels que celui-là. Dans le goût, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un fromage unique. Et vous allez vous faire plaisir avec ce fromage. Avec ce fromage numéro 4, on se trouve en Bourgogne. Dès que vous entendez le nom de Bourgogne fromage, vous pensez à l'époisse. L'époisse qui est un fromage qui, dès qu'on l'affine un peu, c'est des fromages qui sont très très forts en goût. Des fromages, je dirais, de solide, avec pas mal d'amertume. Là, c'est pas l'époisse, c'est, Michel, le Sous-Maintrin. Sous-Maintrin, ça fait penser à l'histoire. Ouais. 1631. C'est un village. Hein. Dès qu'on parle de Sous-Maintrin aussi, on parle de couvent, on parle de moines. Et dans l'histoire, très souvent, c'était eux qui avaient les recettes. Parce qu'ils étaient instruits, ils allaient dans les livres, ils lisaient beaucoup. Mais ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas, c'est-à-dire ils ne travaillaient pas la terre. Ils faisaient travailler la terre à des fermiers. Et les fermiers prenaient la recette, avaient le bétail et fabriquaient le fromage. Et ils payaient la location des terres avec des échanges de fromage, c'est ça. Hein. Et pour le Sous-Maintrin, c'était comme ça. C'est un fromage qui s'est bien développé d'ailleurs, et je crois qu'au 19e siècle, avec le développement du train, ce fromage il a commencé à se faire connaître même sur Paris. Puis dès que ça monte à Paris, je pense que ça... Après Deuxième Guerre mondiale, là, avec le prix du lait qui était plus attractif, ça a quasiment disparu en fait la production de ce fromage. Et puis après, c'est je crois aux années 1970 qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs qui ont recommencé à... Mais comme beaucoup de fromages hein, qui avaient un peu disparu pendant la Deuxième Guerre, certains agriculteurs reprennent la recette pour en refaire. C'est amusant, hein. Très souvent ça disparaît. Des fois, c'est l'industrie qui recommence à fabriquer. Et puis après, en deuxième, c'est de nouveau des fromages fermiers. Puis là, on est reparti avec des fromages fermiers. L'apogée, c'est qu'en 2016, ils ont obtenu l'IGP. Le lieu est protégé. Bien, on va essayer de voir comment ce qui se présente. Et puis, c'est le ferment du rouge qui se développe naturellement en le nettoyant régulièrement avec la saumure. Et tu peux voir, j'ai d'autres époisses que j'affine. Et tu vois bien les différences d'affinage, tu vois. D'ailleurs, celui-là est beaucoup plus ferme. Hein. Au toucher, hein. Oh là là, c'est de la crème, là. Oui. Et puis celui-là, beaucoup plus affiné. Ça, c'est un test. Hein. Là, on va s'approcher de l'époisse. Commençons par le plus doux. C'est dans la box, on leur a mis celui-là. Il faut un peu de douceur dans ce monde de brut. C'est ça qu'on dit. Oh, mais on pourrait prendre la cuillère. Beaucoup de fromage crémeux pour cette box. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Oh, hein. C'est bien de terminer quand même par lui, hein, parce qu'il a quand même du caractère. Hein. Déjà, en entrant en bouche, il y a de la force. Le portugais, il y avait le crémeux, la force venait après. Là, tout de suite, il y a de la force, sans dire que c'est un fromage. Non, c'est ça. En fait, il a de la force, mais il est ultra doux. Bon, ça, c'est un petit peu dangereux, parce qu'une cuillère à soupe, moi, je te le fasse. Repas de midi. C'est fini, quoi. Fou. Voudrais-tu déguster un plus fort? Le dernier, on essaye. Ouais, on peut essayer. On fait un test. On fait souvent des tests comme ça, parce que des fois, on a des très bonnes surprises sur certains fromages. Autrefois, j'affinais beaucoup plus longtemps mes fromages. On se rend compte qu'aujourd'hui, les consommateurs sont moins friands de fromages trop forts. Là, au nez, même juste au nez, j'hésite. Hein. Oui, à ce point-là. Tu vois, un petit peu comme celui-là, mais en version x10. Il semble agressif et en fait, il reste très doux. Mais on s'approche un peu de l'époisse. Pas mal aussi. Hein. Résultat, vous pourriez même l'affiner un peu, le garder tout simplement, si vous n'avez pas envie de le manger tout de suite. Vous allez le garder 10 jours dans votre frigo, il va continuer à évoluer, il aura plus de caractère. Vous allez aussi vous faire plaisir avec ça. Bien d'avoir vu les deux différences, c'est plaisant. Pour accompagner ces 4 fromages qui sont pleins de caractère et de douceur et de crème, le vin idéal pour moi, c'est le chardonnay. Le chardonnay de la cave du Banneret. Dès qu'on parle de chardonnay, c'est le cépage le plus cultivé au monde. On le vinifie sous forme traditionnelle, on le vinifie en fût de chêne ou on le vinifie sous forme de mousseux. Et celui-ci, la cave du Banneret, c'est à Chamoson, au cœur du Valais. Ça a été fondé par Carlo May dans les années 80, une cave bien familiale. Maintenant, c'est les enfants qui ont repris et je suis sûr que ça va bien s'accommoder avec ces 4 fromages de la box de janvier. Et les fromages de la box de février arrivent déjà prêts, on se réjouit, on a une belle sélection à nouveau aussi. Oui, mais on a mis la barre très haut. Hein. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires si vous avez quoi que ce soit comme remarque, ce que vous avez pensé de la box, si vous préférez des fromages différents. C'est important pour nous d'avoir votre retour parce que c'est ça qui nous permet de faire évoluer l'épopée, quoi. J'avais vu un commentaire disant que la peine arrivait en janvier, pourquoi c'était aussi tard. Bon, déjà, on passe les fêtes, il a fallu se relever un petit peu. On a fait le régime de 20 jours. Exactement, il fallait faire un peu de régime avant de rattaquer. Et puis,
l'essentiel c'est que vous la recevez dans le mois. Hein. Mais c'est pas toujours évident parce que ça dépend aussi de l'affinage des fromages. Ça arrive déjà plusieurs fois qu'on repousse même d'une semaine une box parce qu'on se dit ouais non là ils sont trop frais encore les fromages ou autres. Donc voilà, on est parti pour 2025 et puis on espère que dans les 12 mois on aura le même standard de fromage, d'aussi belles pépites et tout ira bien.